Il est ancien, mon lien avec Compilatio, puisqu'il date de fin 2007. J'avais entendu parler de la vaste enquête que cette société avait faite auprès des étudiants et qui avait révélé qu'un nombre considérable d'étudiants pratiquaient finalement le plagiat. Ça nous avait beaucoup surpris, beaucoup étonnés. Et comme je travaillais déjà avec l'Université de Lyon sur d'autres questions liées aux technologies de l'enseignement, on s'est dit, tiens, on va aller voir du côté de Compilatio, qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Et depuis, j'ai été le coordinateur du groupe technique Plagiat, qui est devenu plus tard Plagiat et IA. Et donc, de ce fait, j'ai eu l'occasion chaque année, et pendant de nombreuses années, de collaborer avec Compilatio. Il est clair que les étudiants n'ont pas attendu notre feu vert pour s'approprier cet outil, de façon un peu désordonnée, mais quand même très régulière. Quand on fait des sondages, plus de 9 élèves sur 10 nous disent utiliser de façon régulière cet outil. Ce qui est notable, c'est que c'est l'inverse côté prof, c'est-à-dire qu'il y a moins d'un prof sur 10 qui sait se servir de cet outil, qui sait ce qu'on peut en faire et quel est l'intérêt de son usage. Et donc on a là une situation d'inversion des savoirs, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui en savent plus que les profs sur l'usage de ces outils. Du côté des profs, il y a une certaine crainte liée à une méconnaissance. Par contre, chez les élèves, il y a une insouciance qui fait que ils utilisent ces outils sans bien réfléchir aux conséquences de ce qu'ils font. Les enseignants ne craignent pas la concurrence de l'IA en termes de savoir, de maîtrise des savoirs. Les enseignants, ce qu'ils craignent beaucoup, c'est que les élèves ne fassent plus les exercices, ne fassent plus d'efforts, ne lisent plus et se contentent de déléguer les tâches qu'on leur demande de faire à l'IA et que donc du coup, ils n'apprennent plus. Les enseignants ne savent pas exactement comment les élèves utilisent cet outil, donc ils n'en ont pas la maîtrise et à ce jour, ils ont encore des difficultés à donner des consignes claires pour dire, voilà, compte tenu de l'objectif pédagogique, vous pouvez utiliser l'IA pour faire ci ou pour faire ça, mais surtout pas, par exemple, pour faire telle ou telle tâche, qui est l'enjeu de l'exercice. Donc, il y a un travail à faire qui est double. D'une part, préparer les enseignants, dédiaboliser l'outil en disant, bien utiliser cet outil, il est intéressant. Et d'un autre côté, former les élèves à ce que j'appelle les bons usages de l'outil, des usages qui leur permettent d'apprendre mieux et pas d'apprendre moins. Alors, déjà, la première chose, c'est prendre le problème à bras-le-corps. En tant qu'institution, il faut poser un cadre. Il faut, par exemple, dans le règlement des études, dire ce qui est licite et illicite. Dire que la situation d'un étudiant, c'est pas celle d'un professionnel. Un professionnel peut utiliser l'outil pour faire de la traduction. Le patron s'en fiche si le travail est bien fait. Alors que chez nous, non, on s'en fiche pas parce que l'élève doit montrer qu'il a des compétences. Donc s'il le fait faire à une machine, du coup, on voit plus ses compétences. Donc il y a une spécificité de la situation d'étudiant. Donc à nous, et c'est ce qu'on essaye de faire dans notre école, mais un peu partout ailleurs, d'adapter nos programmes d'enseignement pour former nos élèves et leur montrer quels sont les usages qui leur permettent d'augmenter leur intelligence, et cela on les favorise, et puis à l'inverse leur montrer les usages qui leur permettent d'exécuter rapidement certaines tâches, malheureusement au détriment de leur apprentissage. Sans réappropriation profonde du travail de l'IA, s'ils livrent de façon brute ce qu'ils ont obtenu avec de l'IA, c'est pas très intéressant ce qu'ils vont livrer. Voilà, parce que c'est commun, parce que c'est ordinaire, parce que c'est sans goût et sans saveur. Donc, utiliser l'IA à certains moments d'une activité, ça peut être utile,
mais dans tous les cas, il faut se réapproprier ce travail et y remettre de sa propre personnalité. Si on ne fait pas ce travail de reprise, de réécriture, de réappropriation, le résultat n'est pas bon. Et donc il sera mal noté. On essaye de raisonner sur quelles sont les tâches que l'humain fait mieux que la machine. Qu'est-ce qui, par exemple, fait que demain, dans le cadre d'une recherche d'emploi, si l'employeur nous dit mais pourquoi je vous emploierai vous plutôt qu'une IA? Ah oui, non, mais moi, j'ai l'intelligence émotionnelle, moi, j'ai la capacité de mettre en contexte, j'ai la relation humaine, j'ai un certain nombre de choses que la machine n'aura jamais. Et donc, il s'agit d'identifier justement ces compétences où l'homme excelle et dépasse très largement la machine, et sans doute encore pour de nombreuses années, et travailler là-dessus. Il existe une pyramide qu'on appelle la pyramide des compétences de Bloom, et à chaque étage de cette pyramide, on voit bien que certains aspects, certaines compétences, ma foi, on peut facilement les déléguer à la machine. Le calcul mental, par exemple, pendant longtemps, c'était à l'école un passage important. Bon, maintenant, tout le monde a une calculette dans sa poche. Bon, voilà, donc il faut peut-être savoir renoncer à certaines choses, mais pas n'importe comment, et voilà, en réfléchissant, et conserver la partie où l'humain manifestement a des qualités que la machine n'est pas prête d'avoir. Alors, bon, moi j'ai une longue histoire avec Compilatio, et c'est une société dont j'apprécie particulièrement le fait qu'elle ne se contente pas de vendre une solution. Elle accompagne les utilisateurs, elle est à l'écoute des utilisateurs, et elle fournit tout un environnement de travail et de réflexion globale autour des questions de plagiat et maintenant d'usage de l'IA. Donc pour moi, elle se démarque de ses concurrents par cette attention portée aux usages, voilà ce qu'on peut faire de cet outil ou pas, voilà comment on lit les résultats ou pas. Chaque école a des besoins spécifiques, chaque utilisateur a des questions particulières. Au-delà de la performance technique, que je pense, je ne suis pas apte à juger si elle est meilleure ou moins bonne que la concurrence, mais très clairement, en termes d'accompagnement à l'usage de l'outil, là, il y a une différence qui est fondamentale. Donc, voilà pourquoi je conseillerais l'usage de Compilatio. Jusqu'à présent, quand on a trouvé des taux de texte soupçonnés d'IA très importants, ce qu'on a reproché à nos élèves, c'est pas tant d'avoir utilisé l'outil que de ne pas avoir déclaré l'avoir utilisé. C'est-à-dire qu'on remet en cause leur manque de transparence, puisque le règlement des études impose cette transparence. Donc ils sont sanctionnés en raison d'un manque de transparence et pas en raison de l'usage de ces outils. Mais dans le même temps, on en profite pour leur dire mais pourquoi vous n'avez pas repris le texte? Parce que ce que détecte Compilatio, c'est du copier-coller d'une sortie d'IA directe, sans réappropriation. Et donc on en profite, puisqu'on est des pédagogues, on n'est pas des juges, pour leur dire voilà, la bonne méthode, ça serait ça. L'école de mes rêves, c'est une école qui est dotée de moyens suffisants. C'est vrai qu'il faut trouver un équilibre budgétaire, que ce soit dans les grandes universités ou dans les écoles d'ingénieurs comme les nôtres. Et donc c'est sûr qu'en tant qu'enseignant, on aimerait avoir plus de temps à consacrer à nos élèves, avoir des approches plus individualisées. Peut-être que l'IA peut jouer un rôle, c'est-à-dire qu'en simplifiant certaines tâches, ça peut peut-être libérer. Je pense par exemple à des tâches administratives que font les enseignants, renseigner des conventions de stage, ce genre de choses. Bon, si les machines peuvent le faire, après tout, tant mieux. Et si ce temps libéré, il est utilisé justement pour un accompagnement plus fin, plus nuancé, plus individualisé, ça pourrait être un progrès. Oui. Le message, ce serait de dire « comprenez de quoi il s'agit ».
comprenez comment fonctionnent les intelligences artificielles et plus particulièrement les intelligences artificielles génératives. Comprenez que c'est du calcul statistique, donc c'est très intéressant, mais ça a ses limites, justement parce qu'il n'y a pas de sens. C'est pour ça que parler d'intelligence artificielle, le mot est galvaudé, hein. Donc en fait, il ne s'agit pas de substituer une intelligence artificielle à une intelligence humaine, il s'agit de voir comment on peut combiner les deux pour une intelligence augmentée. Donc pour que ça fonctionne, pour pas qu'il y ait de substitution mais une complémentarité, il faut comprendre à quoi on a affaire, comment ça marche et du coup comment en tirer profit. Je mets en garde mes étudiants en leur disant la frontière entre un usage intelligent, utile, permettant de renforcer et d'améliorer les connaissances et les compétences, ou un usage, on va dire, de feignant, de flemme, voire de triche. La frontière, elle est mince, on peut basculer assez facilement d'un côté ou de l'autre sans s'en rendre compte. Donc il faut y prêter une grande attention. Et c'est un petit peu à ce sens de l'éthique et des responsabilités que j'appelle mes étudiants à bien réfléchir. La question de l'éthique, elle est centrale. Quand j'ai parlé tout à l'heure de règlement des études, ce qu'on demande aux élèves, c'est une transparence de l'usage. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas, ça fait partie des outils d'aujourd'hui. L'usage n'est ni bon ni mauvais en soi, chacun, voilà. Donc ce qu'on leur demande, c'est pourquoi vous avez utilisé une intelligence artificielle pour ce travail. Qu'en avez-vous fait? À quel endroit? Voilà. Et puis, si c'est maîtrisé, bah, c'est très bien. Ça vous donne une bonne note. L'usage intelligent de ces outils fait partie des compétences d'un ingénieur. Donc, montrez que vous savez bien vous en servir.